I ask no favor for my sex. Let's make a t-shirt, fill the scene. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Andrian-Arissoa. Nous ne verrons plus son éternelle robe noire et ses énormes lunettes. La juge à la Cour suprême américaine, Ruth Bader Ginsburg, est morte à l'âge de 87 ans. Et à peine le temps de pleurer cette héroïne de l'égalité des sexes que démocrates et républicains se déchirent. On vous explique. Ainsi vécut Notorious R.B.G., comme elle était surnommée, infatigable combattante des inégalités de toutes sortes. Juste quelques jours avant sa mort, elle avait confié son vœu le plus cher, ne pas être remplacée avant l'élection, car c'est l'équilibre politique de l'Amérique qui est en jeu. 3 bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas. Alors d'abord parce que c'est elle, parce que c'était une icône, ça vaut le coup de raconter son histoire. Ensuite parce que se pose maintenant la question de savoir si Trump va pouvoir la remplacer avant l'élection, et tout ça va peser très lourd sur la fin de campagne. Et puis parce que ça révèle la passion américaine pour le droit. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Andrian-Arissoa. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais son image, vous l'avez forcément vue. Elle est sur des t-shirts, elle est sur des mugs, elle était partout parce qu'elle était devenue, Ruth Bader Ginsburg, une icône, Nicolas. Oui, une star, une juge star. Plus elle vieillissait, plus elle était connue en Amérique. Alors, c'est une femme qui est née d'une famille juive à Brooklyn. Ses parents avaient fui les pogroms de la Russie des années 30. Elle a fait toute sa carrière comme juriste. Elle a fait l'école de droit la plus prestigieuse, c'est-à-dire la fac de Harvard, à une époque où les femmes étaient très, très peu nombreuses dans cette fac. Le doyen, d'ailleurs, lui avait dit « C'est bien beau d'être ici, c'est bien beau, vous allez terminer major, parce qu'effectivement, c'était la meilleure, mais vous êtes quand même consciente que vous prenait la place d'un homme. » Donc voilà, dès ses études, elle avait été confrontée à ce sexisme et cette discrimination, et elle en a fait toute sa vie son combat principal. Et à ceux qui l'accusaient d'être castratrice, une femme qui voulait la domination par rapport aux hommes, voilà ce qu'elle disait. Je ne demande aucune faveur pour les personnes de mon sexe. Tout ce que je demande à nos frères, c'est qu'ils retirent leurs pieds de notre nuque. Vu d'ici en France, ça paraît incroyable puisqu'on ne connaît pas les personnes qui sont au Conseil constitutionnel, par exemple, mais la Cour suprême aux États-Unis, c'est un rôle extrêmement important, Nicolas. Oui, c'est bien plus que le Conseil constitutionnel chez nous. C'est vraiment le sommet de la pyramide du droit aux États-Unis. C'est une instance qui tranche surtout. On va prendre 2 exemples pour expliquer. Prenons par exemple la peine de mort. En France, quand on a décidé de l'abolir en 1981, c'était une décision politique de François Mitterrand. Badinter propose la loi, elle est votée. Bon, ce sont les politiques qui suppriment la peine de mort. Aux États-Unis, ce sont les juges qui, en 1967, ont dit, à la suite d'une plainte, la Cour suprême a dit c'est une peine inhumaine, on va faire un moratoire, on va l'interdire. Puis il y avait le cas d'un noir qui avait été condamné à mort pour avoir volé $1,50. Et donc les juges ont dit non, c'est bien la preuve que ça peut être exagéré. Bref, c'est une décision juridique qui a fait que pendant presque 10 ans, la peine de mort a été supprimée aux États-Unis. Et puis de nouveau, c'est la Cour suprême qui a décidé en 1976 de la réautoriser, et de nouveau la peine de mort est appliquée. Prenons l'autre exemple, l'avortement. Pareil, en France, c'est une décision politique. C'est Simone Veil et Valéry Giscard d'Estaing qui en 1975 décident d'autoriser l'avortement. Aux États-Unis, à peu près à la même époque, c'est la Cour suprême qui décide d'interdire l'interdiction de l'avortement à la suite d'un fameux arrêt qu'on appelle Roe versus Wade. Ça veut dire Madame Roe, qui était une femme du Texas qui avait estimé que lui interdire d'avorter, ça allait contre sa vie privée, et les juges lui avaient donné raison. Donc tout ça pour illustrer que l'Amérique, c'est un pays du droit où des décisions sociétales, politiques très très importantes sont prises non pas par un président, non pas par le Congrès, par les députés, les sénateurs, mais par des juges. Et c'est bien pour ça que la mort d'une juge très populaire a pris autant d'importance. Parce que la Cour suprême, c'est une question d'équilibre assez fragile, puisque les juges y sont nommés à vie, et qu'il y en a 9, quand ça penche plus d'un côté ou plus de l'autre, ça peut tout changer. Voilà, et donc dans la vie, dans le mandat d'un président américain, la nomination d'un juge à la Cour suprême, c'est effectivement quelque chose de très important parce qu'il le nomme pour un temps infini. Là, par exemple, on est en train de parler de qui va remplacer Ruth Bader Ginsburg, et la favorite, c'est une femme très très conservatrice d'ailleurs, qui a 48 ans. Elle sera peut-être là pour un demi-siècle encore, d'où l'importance. Alors aujourd'hui, la Cour suprême compte 5 conservateurs, 3
libéraux, comme on dit là-bas, donc plus à gauche, et puis un siège vacant. Trump veut absolument nommer au plus vite la remplaçante, c'est-à-dire avant l'élection, tant qu'il est encore au pouvoir. Et s'il y arrive, on aura 6 juges de droite, pour faire simple, contre 3 juges de gauche pour les décennies à venir. Donc c'est pour ça que c'est très important. Et à peine 24 heures après la mort de Ruth Bader Ginsburg, le siège était donc encore chaud. Lors d'un meeting en Caroline du Nord, voilà ce qu'a dit Trump. Donc il faut maintenant que je fasse un choix pour remplir le siège, comme on dit. Et là, il a un éclair de génie. Il se dit, on devrait lancer une nouvelle campagne. On va faire un t-shirt avec écrit « Remplissons le siège ». Puis la foule reprend son slogan et il se félicite lui-même. Ah, ça, c'est vraiment une bonne idée. Et évidemment, sur son site, le t-shirt est maintenant en vente pour $30. S'il essaye de rallier ses fans, ses supporters à cette cause pour remplir le siège de Ruth Bader Ginsburg, eh bien c'est que ça fait débat. La question, c'est de savoir s'il est légitime pour nommer donc la nouvelle juge, puisqu'il a dit qu'il choisirait une femme. Alors, sur le papier, oui, c'est le président des États-Unis qui nomme les juges à la Cour suprême, et ensuite, c'est le Sénat qui valide ou non ce choix. Donc, sur le papier, Trump a le droit de nommer aussi vite qu'il veut un ou une nouvelle juge. Sauf que, il y a 4 ans, Obama s'était retrouvé dans le même cas de figure. Mais 8 mois avant l'élection, un juge était mort. Obama avait nommé son successeur et les sénateurs républicains avaient dit non, on ne va pas valider ce choix parce qu'on est trop près de l'élection. Il faut attendre que le peuple américain se prononce. Ce serait plus démocratique de le nommer après l'élection. Donc ce qui a été vrai pour Obama il y a 4 ans ne l'est plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui les sénateurs républicains disent non, Trump a le droit de nommer qui il veut et on va valider ce choix. Pour l'instant, il y a 2 sénatrices républicaines qui ont dit non, on est trop proche de l'élection présidentielle, c'est un choix trop important, il faut le faire après la présidentielle. Si Trump est réélu, il sera légitime pour le nommer. Si c'est Joe Biden, ce sera lui qui nommera. Sauf que les républicains ont une majorité de 4. Donc il faudrait qu'il y ait encore 2 autres sénateurs ou sénatrices qui fassent dissidence et ça n'a pas l'air d'être le cas parce que celui qu'on attendait beaucoup, c'est Mitt Romney, qui est un ancien candidat à la présidence, qui avait voté l'impeachment contre Trump, donc qui avait montré une indépendance d'esprit. Et là, il a dit non, moi je suis d'accord. En fait, Trump a le droit de nommer qui il veut à la Cour suprême. Donc il est assez vraisemblable que le choix de Trump, qu'on connaîtra samedi, qui sera une femme sans doute, soit validé. Et celui qui est désespéré dans cette histoire, eh bien, c'est le candidat démocrate à la présidence américaine, Joe Biden, qui a bien compris qu'il n'était pas en position de force et qu'il allait perdre cette nomination à la Cour suprême. J'en appelle aux sénateurs républicains, aux quelques-uns qui décideront vraiment de ce qui arrivera. S'il vous plaît, écoutez votre conscience. Laissez le peuple s'exprimer. Refroidissez les flammes qui ont englouti notre pays. Et cette nomination à la Cour suprême, c'est un enjeu donc pour tout ce qui va se passer dans les prochaines années, mais ne serait-ce que pour l'enjeu de l'élection en elle-même, c'est très important. Oui, parce que la Cour suprême, c'est l'arbitre en cas de contestation du scrutin de l'élection présidentielle. Et on s'attend déjà à ce que cette élection soit contestée, parce que Trump l'a dit, il n'est pas d'accord avec le vote par correspondance. S'il perd à cause du vote par correspondance qui ferait gagner Joe Biden, Trump a déjà prévenu qu'il contesterait le résultat. Et qui arbitrera? Eh bien, c'est la Cour suprême. Alors, il y a 9 juges. Pour l'instant, ils sont 8 s'il n'y a pas de nomination avant. Et donc, on pourrait imaginer qu'à 8, ce soit 4 contre 4, qu'il n'y ait pas de majorité. Enfin, ça pourrait amener à toutes sortes de scénarios catastrophiques pour la démocratie américaine. Il faut se rappeler que c'est déjà arrivé qu'une élection présidentielle soit contestée. C'était en 2000, le vice-président sortant, Al Gore, face à George Bush, fils, et on n'avait pas le résultat, c'était trop serré. La Floride faisait basculer d'un côté ou de l'autre. Et à l'intérieur de la Floride, il y avait un comté qui pouvait faire basculer tout l'État d'un côté ou de l'autre. Et à l'intérieur de ce comté, il y avait 2 bureaux de vote qui pouvaient faire basculer d'un côté ou de l'autre. Et dans ces 2 bureaux de vote, on était à quelques voix près. Donc, on a décidé de recompter, puis de recompter, puis de recompter. Et finalement, ce feuilleton a duré jusqu'au 12 décembre, alors que les élections avaient lieu début novembre. Et à la fin, c'est la Cour suprême qui a tranché, qui a dit maintenant ça suffit, l'Amérique a besoin d'avoir un président, on arrête les recomptages. Et comme à ce moment-là, eh bien, on était plutôt en faveur de George Bush, c'est George Bush qui a été déclaré vainqueur et qui est devenu le président des États-Unis. Et Al Gore, battu mais d'un cheveu,
a accepté. Il a accepté pourquoi ? Parce que la Cour suprême l'avait dit, puisqu'en Amérique, on respecte la décision de la Cour suprême. Donc là, on ne peut pas du tout exclure que ça se passe comme ça dans quelques semaines, que le résultat soit extrêmement serré, qu'il change, que le soir du scrutin, Trump soit déclaré vainqueur, puis qu'après l'arrivée du vote par correspondance dans les jours suivants, on dise « Ah bah non, finalement c'est Joe Biden ». Et dans ces cas-là, la Cour suprême aura un rôle extrêmement important à jouer. C'est sans doute ces magistrats qui seront en mesure de dire qui deviendra le président de la plus grande puissance mondiale. C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Fabien. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.